qu'est-ce que vous voulez de mieux qu'un espace libre d'échange pour des juristes qui sont au départ complètement cloisonnés. Je grossis un peu les traits, mais juristes, avocats, dans la société, on est vachement cloisonnés. Donc, est-ce qu'on peut enfin se libérer et créer cet espace d'échange ? En fait, un juriste pour un DRH, grosso modo, c'est un expert du droit, c'est un technicien du droit. Donc, plus vous allez être diplômé, plus vous allez multiplier vos Master 2 dans votre expertise juridique, plus vous allez être embauché. Et ça, c'est un truc qu'il faut déconstruire. Est-ce qu'un jour, on verra le visage de Tony Lo ? Je refais l'intro parce que je ne l'ai pas vu, mais du coup, vous allez voir ça au début. Mais je suis avec Ambre du Juriste de demain. Je baragouinais quelque chose au tout début où je présentais un peu ce qu'on va voir. On a vu justement de comment on crée une communauté. On a vu ce qu'était le Juriste de demain. On a parlé du métier de juriste, du métier d'avocat. Donc, je vous souhaite une bonne écoute parce que c'est le début pour vous. Alors, écoute, merci à toi. Je suis ravie d'avoir cet échange avec toi et de pouvoir te donner quelques précisions parce que c'est un peu effectivement nébuleux pour beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui se rapprochent de moi sur les réseaux ou sur WhatsApp maintenant pour me demander « Mais vous êtes qui exactement ? Qu'est-ce que vous faites ?» Alors, moi, je m'appelle donc Ambre Nataf. Je suis juriste de formation. J'ai fait toute ma scolarité à Paris 1. J'ai une expérience en cabinet d'avocat, une expérience en direction juridique, une expérience en start-up. Et très vite, par opportunité, je suis rentrée dans la formation juridique, mais la hard, cette fois-ci, vraiment la technique, puisque j'ai rejoint une structure de préparation au barreau. Et là, j'ai rejoint cette aventure-là parce qu'il y avait un challenge entrepreneurial qui me branchait bien. Et l'idée, c'était d'ouvrir plusieurs centres en France, ce qu'on a fait. Ça a été hyper enrichissant, mais surtout, ça m'a permis de me rapprocher d'un écosystème complet. Je me suis rapprochée beaucoup des étudiants. J'ai compris un petit peu leurs mots, MAUX. Je me suis rapprochée de professionnels, je me suis rapprochée d'universitaires. J'ai vu là où le bas blessait et c'est pas quelques poignées de rencontres. J'ai vraiment rencontré sur l'espace de 5 ans des centaines et des centaines d'étudiants. Et à ce moment-là, je me dis, arrive le Covid, je passe cette étape un peu glauque, mais arrive le Covid, grosse remise en question, et je me dis, je crois que j'ai envie et je suis prête à monter ma structure et à répondre à quelque chose. Et je rencontre quelques énergumènes de la Legal Tech à ce moment-là. Je donnerai les noms plus tard, peut-être. Je les donne maintenant. Bon, ils vont croire qu'on est une espèce de mafia, mais je pense à Arthur Sauzé, qui est le premier que j'ai rencontré dans cet écosystème-là. Et puis, un petit peu plus tard, Thomas Saint-Aubin. Et je commence à essayer de comprendre les mécanismes de la Legal Tech. Moi, je ne suis pas du tout techos au départ, mais pas du tout, j'ai aucune formation. Et je commence à m'y intéresser en me disant, est-ce qu'ils ne répondent pas à un vrai sujet ? Et puis surtout, je vois des juristes de formation qui sont de vrais entrepreneurs. Et je me dis, ça me botte. J'ai tenté la démarche entrepreneuriale, mais toujours en sécurité dans une structure qui m'embauchait. Et là, je me dis, là, ça me botte vraiment. Et donc, je rentre, je rencontre, je fais des rencontres, je me présente. Et puis, grosse histoire que j'adore, et Arthur, je pense, en a de bons souvenirs aussi, arrive, donc on est toujours en période Covid, deuxième phase Covid, et lancé la plateforme Clubhouse. Donc c'était en fait des rooms audio en mode événementiel. C'était du podcast live en fait. Et c'est Arthur qui m'envoie un message un jour en me disant télécharge Clubhouse, c'est là-dessus qu'il faut que tu sois, etc. À l'époque, il fallait être parrainé, il fallait avoir un iPhone, enfin bon, voilà. Et je me mets à passer toutes mes soirées Covid. J'étais jeune maman à ce moment-là. Je passe toutes mes soirées Covid sur Clubhouse à animer des rooms avec cette team-là. Arthur Sauzé, Xavier Gattegno. Et moi, je monte la team juriste. Arthur avait monté aussi la team avocat. Il y avait d'autres profils. Et moi, je monte la team juriste et on se fait des rooms comme ça dure 2-3 mois. Et on fait plein de rencontres de cette manière, de e-rencontres. C'est quoi les rooms ? Vous aviez un moment, une espèce de visio commune ? C'est pas de visio, c'est vraiment que de l'audio.
que de l'audio. Donc, tu avais un rendez-vous, un créneau. Tu organisais tes événements. Donc, tes rooms, c'était des espaces d'échange, mais des espaces audio d'échange. On organisait nos thématiques. On demandait à nos invités de rejoindre Clubhouse. On leur envoyait des invitations. On les faisait monter, parce que tu les faisais monter sur une espèce de scène virtuelle, toujours audio. Et il y avait une participation. C'était du débat. C'était hyper riche. C'était hyper intéressant et ça a fait donc des échanges hyper riches sur Clubhouse et puis en plus c'était fun et c'était un exercice. Pour moi ça a été un vrai exercice parce que l'audio c'est particulier. L'audio c'est particulier, c'est la première fois que je m'exprimais de cette façon. Enfin, et tu vois, et en plus t'as l'impression que les gens derrière les auditeurs, ils sont encore plus attentifs que quand c'est visuel ou quand c'est encore plus en présentiel. Et donc, tu as toujours peur de dire une bêtise, donc tu te reprends avant de prendre la parole, et puis tu te prêtes à l'exercice, tu te prêtes au jeu, et franchement, tu montes en compétence à ce moment-là. Et c'est là que je fais officiellement connaissance avec Tony Lowe, dit le juriste de demain. Et à force d'échanges sur cette plateforme-là et à force d'animer des rooms ensemble, je me dis, attends, mais c'est dingue, ce mec-là, on partage la même vision, quoi. Mais honnêtement, c'est rare dans l'écosystème, c'était rare parce qu'on parlait formation. Moi, c'était mon sujet. Et on parlait accès au droit. Et je me dis, mais c'est fou que c'était honnêtement assez perturbant. Et donc, je me dis, bon, de toute façon, je vais bien le recroiser à un moment donné, ce type-là, on va rester en contact. Et voilà, et donc moi, je commence à faire mon petit chemin sur mon entreprise. Je monte mon organisme de formation, je passe la certification Calliope et tout ce qui s'ensuit. Je fais des partenariats avec des certificateurs. Bon, bref, je me construis administrativement, on va dire, pendant que, de son côté, le juriste de demain, il se construit en termes de contenu. Et lui, il est dans de la production à proprement parler. Là où moi, je suis plus dans la gestion administrative de l'entreprise, etc. Et puis à ce moment-là, on garde contact et je crois que c'est Thomas Saint-Aubin qui nous remet en contact et qui me dit, écoute, vous êtes complètement complémentaires, là il faut que vous échangiez plus sérieusement. Ouais, faut que vous échangiez plus sérieusement. Et on reprend contact, on se voit et puis on se dit qu'on veut travailler ensemble. Mais on a 2 entreprises autonomes et ça ne nous empêche pas de travailler ensemble. Et puis... au départ, voilà, on fait quelques missions ensemble. Et puis à un moment donné, on se dit, écoute, il faut qu'on s'investisse davantage. Et il faut qu'on communique. Donc un sujet que tu maîtrises bien. Et on se dit, il faut qu'on communique. Et lui est très ouvert. Pareil, il m'apporte beaucoup parce qu'il est très ouvert à l'international. Il regarde beaucoup ce qui se passe ailleurs. Moi, je suis très dans ce qui se passe dans l'entrepreneuriat français et particulièrement même parisien. Et lui, il est très ouvert à l'international. Donc, il me dit, tu sais, on devrait regarder ça, il y a ça qui marche, il y a tel gars ça se ressent même que dans la manière dont il communique, je trouve. Ouais, moi aussi, je trouve. Il est pushy plus que, je pense, beaucoup de... Nous, on est assez... Ouais. On est beaucoup plus léger, on n'ose et pas... politiquement lui, correct. Alors que lui, c'est vrai, il arrive, il met 3 points d'exclamation, c'est le top. Ouais. Je t'ai coupé, excusez. Non, mais t'as raison. Moi aussi, je trouve que ça se ressent vraiment dans le côté positif de la chose. Et surtout, vraiment, moi, ça m'ouvre, si tu veux, ça m'ouvre le scope de manière mais considérable. Et je change d'approche et puis surtout, on avance ensemble. Et j'étais vachement seule les deux années qui s'étaient écoulées. Lui aussi, même s'il avait des partenaires, etc., il était quand même opérationnellement toujours seul. Et donc, on se dit, purée, ça fait du bien, quoi. On se sent accompagné, on se sent soutenu. Et surtout, on avance. On avance ensemble avec la même ouverture d'esprit et avec toujours en tête on teste. On teste, on voit ce qui fonctionne et surtout, on reste à l'écoute. Et lui m'a appris quelque chose d'essentiel aujourd'hui dans mon travail. Et d'ailleurs, quelle que soit la structure pour laquelle j'opère, il m'a appris l'écoute active. Il m'a vraiment appris à... J'ai toujours été quelqu'un d'assez sensible et donc souvent à l'écoute des autres, mais là, il m'a vraiment appris tu ne prends pas la parole, tu laisses l'autre parler et tu écoutes les besoins. Et ce que je faisais dans mon ancien job, puisque j'écoutais beaucoup les étudiants, j'écoutais beaucoup les intervenants, j'étais déjà quelqu'un de... Voilà, c'était dans mes missions prioritaires. Et c'est comme ça qu'on remplit au fur et à mesure nos missions. La communication,
En fait, c'est passé par la formation. On a fait une formation ensemble. Je me souviens plus du nom du gars qui avait mis en place cette formation, mais c'était quelqu'un qui communiquait énormément, un Américain hein, qui communiquait énormément sur LinkedIn. Je me souviens plus de son nom. J'ai honte d'ailleurs. Et on suit une formation tous les deux et on remplit comme des écoliers nos templates, etc. Et là, on se lance sur une communication ardue sur LinkedIn. On communiquait déjà avant, mais là, on se dit vraie stratégie de communication LinkedIn. Et on commence, si je te dis pas de bêtises, c'était en novembre 2022. Ok, ouais, ça fait c'est relativement récent. Ouais, octobre-novembre, un an et demi. Ok, et là, pour le coup, vous avez là les abonnés, il y a beaucoup de gens qui vous suivent, qui vous lisent. Je trouve qu'aussi, il y a beaucoup d'interactions dans ce que vous écrivez. Ouais, donc, c'est surtout ça qui est important. Ouais. C'est surtout ça qui est important. C'est vrai qu'au départ, tu es là, tu te dis, ça monte en flèche, j'ai de plus en plus d'abonnés, et c'est cool, je suis lue, c'est cool. Puis après, en vrai, c'est du faux ego. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu poses des vrais sujets, des problématiques, que tu mets un petit peu le doigt là où ça fait mal, y a de l'interaction, y a de la réaction. Et en vrai, c'est ça qui est intéressant. Si tu veux, moi, je regarde plus... je fais... de la visibilité, oui, mais je fais parfois des posts nazes avec... mais j'ai envie de le faire. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai appris aussi à parler quand j'ai envie de parler et sur les sujets que j'ai envie de traiter. Et quand j'ai envie de faire une blague, je la fais. Et parfois, ça m'est arrivé de faire des blagues qui sont trouvées en flop sur LinkedIn et pas de honte, je ne supprime pas. Tout le monde les oublie dans la journée. Exactement. Il n'y a que toi qui t'en souviens. Exactement. Okay. Et voilà. Trop bien. Et du coup, concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le juriste de demain ? Qu'est-ce que vous faites au jour le jour pour être hyper clair, pour que les personnes qui se disent comme moi, qui vous ont vu de tous les côtés, comprennent. Même moi, je ne sais plus. Si tu veux, on opère tellement sur une niche de la niche. Nous, notre sujet fétiche, c'est la transformation des métiers du droit. Et quand je dis transformation, on est beaucoup étiqueté transfodige, on est très étiqueté tech. La réalité, c'est pas ça. C'est qu'on est sur de la transformation, un changement de paradigme dans notre manière d'aborder le droit et de donner le droit et de délivrer le droit. C'est notre sujet. Ça, c'est vraiment notre sujet. Maintenant, quand on a commencé ensemble, il y avait une grosse question de est-ce qu'on ne ferait pas plutôt du consulting ? Parce que pour être très franche, le business formation, dans le milieu du droit, sur notre sujet de transformation, c'est pas le meilleur business pour l'énergie que ça demande, c'est pas le meilleur business qui soit. Moi, on m'a dit plusieurs fois, peut-être tu fais autre chose, tu fais un truc un peu plus grand public, et vu l'énergie que tu mets dans ton boulot, là, ça va marcher, financièrement parlant, j'entends. On n'a pas été chercher ça. On était très conscients qu'on allait peut-être plus réussir en termes de CA avec du consulting. Sauf qu'on s'est regardé et qu'on s'est dit, ouais, mais l'accompagnement, c'est bien beau, mais il faut prendre à la base. L'accompagnement sans formation, ça vaut rien. Ou alors, c'est très limité. Et on s'est dit, en réalité, notre sujet, c'est celui-là. On va continuer dans la formation, puisque c'était notre dada de départ. On va continuer dans la formation et on va même aller encore plus un pas en arrière. On va faire de la sensibilisation et de l'évangélisation. C'est ce qu'il faisait, lui, déjà, de prime abord sur son blog, Le Juriste de Demain. La marque Le Juriste de Demain, elle sort d'un blog au départ. Et il écrivait. Et voilà, en fait, il a évangélisé des sujets dont on ne traitait pas. Ça, le juriste, aujourd'hui, Tony Lo, quand tu parles de lui, parce que je ne peux pas parler de moi sans parler de lui aujourd'hui, quand je parle du juriste de demain, Tony Lo, au départ, si tu veux, c'est... tout le monde l'a identifié comme l'évangélisateur en France sur ces sujets-là. Il a commencé à vraiment écrire et à porter ses connaissances en 2012-2013. Mais quand tu parles de le blog, etc., tout le contenu, parce que quand vous parlez d'évangélisation, moi, ce que je comprends, c'est que vous le faites en matière de communication lorsque vous allez parler des choses et lorsque vous allez aussi le présenter dans vos formations. Mais on est d'accord que il y a forcément un moment où il y a un client quelque part qui vient pour aller chercher, j'imagine, de la formation. Donc en fait... Notre business model, il est basé sur la formation. Ça, c'est clair et net. Mais vous faites des formations en ligne. Il y a plein de modules qui sont déjà créés, qui existent. On peut y aller et on a un panel de choses où on va apprendre un paquet de trucs. Au départ, c'est ça. Vous intervenez aussi. Alors, avant mon arrivée, c'était ça. C'était une plateforme de formation en ligne. C'était un peu...
on le présentait comme le Netflix de la formation des professionnels du droit sur les sujets de transformation. Donc c'est abonnement annuel, accès illimité, donc à une plateforme de formation. Moi, professionnelle de la formation professionnelle, on n'est pas encore dans le step de la formation professionnelle à ce stade, c'est de la sensibilisation. C'est des modules de 2 heures sur des sujets qu'on n'a jamais normalement abordés quand on est juriste. C'est pas des modules que tu vas retrouver dans tes blocs de compétences à la fac. Et par contre, après, et ça c'est depuis mon arrivée, on intervient sur parcours de formation, individuel ou en équipe, toujours en ligne. Les parcours sont multimodaux. Donc c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Tu as de la formation via de la vidéo enregistrée, via du texte, des articles, via de l'audio enregistré ou podcast si on a des invités sur ces thématiques-là. Et on a aussi de l'accompagnement personnalisé sur ces parcours et, in fine, du bootcamp pour mettre en application ce qui a été appris. Ça, c'est nos parcours de formation plus longs. Et puis ensuite, tu as le 3e step qui est là de l'intra-entreprise, de la formation sur mesure, où là, effectivement, on est plus sur un format B2B. Même si aujourd'hui, nous, cette distinction-là, on la fait plus trop B2C, B2B, puisque l'un dans l'autre, ça se rejoint. Sur notre secteur, ça se rejoint. Et voilà, ça, c'est notre business model initial. Maintenant, depuis qu'on a communiqué, ça prend une autre dimension. On a été identifié, et franchement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas tellement vu venir, comme un média. Voilà. Donc, tu as vu le format Legal Tech Insiders. On est devenu un petit peu le média privilégié de la Legal Tech parce que par les tournages de formation qu'on avait mis en place, on s'est fait... Enfin, je dis on, c'est pas du tout moi. Vraiment, c'est l'équipe de Tony et de son équipe de prod. Ils se sont tellement fait la main sur la prise de vue, la qualité. Tu vois, il y a un sens... Voilà. Il y a quelque chose vraiment qui est... Pardon. Qui est très marketé, très marketé, le juriste de demain. Ça, on s'est dit, maintenant qu'on sait faire ça, il faut qu'on en fasse quelque chose. Et donc, les formats courts, etc., on a pris ça aussi de formats qu'on voit ailleurs quand on snack le contenu sur les réseaux, etc. Bon, on se dit, pourquoi pas pour notre secteur. Et donc, voilà, média via Legal Tech Insider, ce format-là. Et puis après, on se rend compte aussi que on fédère. On fédère des juristes créatifs, des juristes innovants. Sans transition, je parle de la communauté ou pas ? Bah ouais, avec plaisir. Je trouve que c'était parfait là. Je n'avais même pas besoin de te poser la question. Ok, donc sans transition, la communauté. Mais parce qu'en vrai, dans la vraie vie, ça s'est fait sans transition, tu vois. On fédère, on communique, on reçoit des messages quotidiennement, on fait des calls toute la journée, et pas forcément des calls business, juste des gens qui ont besoin d'échanger, qui ont besoin de comprendre, mais en fait, qui se sentent concernés par tout ça sans savoir comment s'y prendre. Et là, je me dis, et surtout, je rends à César ce qui appartient à César, je vois ce qui se fait dans un autre écosystème qui est l'écosystème entrepreneurial français. Et je vois ce qui se fait du côté de personnalités comme Benoît Dubo, je vois ce qui se fait du côté de Ruben Tayeb, et j'intègre un groupe WhatsApp qui est lancé par Ruben Tayeb, qui est un entrepreneur qui est très, très, très présent sur LinkedIn. Et il monte un groupe WhatsApp comme ça qui, en l'espace de 1 mois, cartonne. Et surtout, vraiment, il y a beaucoup d'informations. C'est riche. Il y a une espèce de bienveillance dans la communauté. Il se passe des soirées. Pas des soirées, c'est pas des grosses fêtes, mais c'est des soirées rencontres informelles, décomplexées. Et je me dis, mais en fait, c'est ce format-là. C'est ça qu'il nous faut, nous, pour les juristes. Mais qu'est-ce que vous voulez de mieux qu'un espace libre d'échange pour des juristes qui sont au départ complètement cloisonnés ? Je grossis un peu les traits, mais juristes, avocats, dans la société, on est vachement cloisonnés. Donc, est-ce qu'on peut enfin se libérer et créer cet espace d'échange, encore une fois, informel ? Le premier qu'on a fait, c'était en décembre avant les fêtes.
En fait, il s'agissait juste de privatiser un petit endroit d'un café parisien dans le Marais. Il n'y avait pas de réservation particulière. On s'est retrouvés à 40, entre 40 et 50. Et puis, c'était vachement chouette, quoi. On voyait des gens qu'on lisait sur LinkedIn, on les voyait en vrai. J'ai même, et je la salue d'ailleurs, parce que je pense qu'elle ne sait pas qu'elle m'a marqué, mais elle m'a marqué, une ancienne juriste qui est devenue pâtissière et qui a un compte Instagram qui cartonne. Et elle s'est dit, en fait, elle est devenue entrepreneuse dans un milieu quand même très créatif. Et elle se dit, waouh, les juristes sont devenus cool, donc je vais aller voir ce que ça donne du côté des juristes cool. Et elle vient à l'événement, quoi. Ouais. Donc c'était vraiment le but. Et donc c'est vraiment en prenant le modèle du Rubenistan, il s'appelait son groupe quand il l'a créé, c'est en prenant ce modèle-là que je me dis, ok, on va y aller. Et quand je lance le groupe WhatsApp, je ne m'attends pas du tout à ça, mais j'ai en 24 heures 200 membres, en 48 heures on monte à quasiment 500 membres, en 48, 72 heures. Et il y a combien de membres aujourd'hui ? Oui, pareil, on est resté, on a plus fait de publications, le groupe est bien. Pour le coup, et pour avoir été dedans, et pour ceux qui sont intéressés, moi je trouve ça... Alors moi je vais pas beaucoup, parce que j'essaie de lâcher un peu mon téléphone, parce que je passe ma vie sur des écrans, mais ça parle. Nous, quand je travaillais chez Anomia, on a essayé de le mettre en place, mais dans le cadre du réseau Anomia, donc c'était un petit groupe, donc c'est difficile de créer de la cohésion, etc. C'est très dur. Et là, ça parle, ça se partage des trucs, tout le monde se donne un peu son avis. C'est génial. Forcément un peu de publicité de temps en temps par certains, j'imagine que mais c'est décomplexé en fait, c'est voulu. Oui, c'est clair. En fait, on a créé des canaux pour ça, pour j'ai pas osé. J'ai dit, si. Ouais, mais moi je t'invite à le faire parce que parfois je reçois des messages privés, tu crois que je peux parler d'elle, mais en fait c'est le but, c'est vraiment le but. Nous on fait pas de promotion pour les autres, mais c'est l'espace pour. Donc c'est pour la raison pour laquelle on a créé plusieurs canaux de discussion, parce qu'au début c'était un seul groupe général et là c'était franchement. Et ce que j'avais fait très vite, c'est que j'avais segmenté la semaine. J'avais dit, OK, le lundi, vous avez le droit de parler de... Mais c'est assez scolaire comme truc, quoi. Le lundi, vous avez le droit de pitcher vos profils ou vos entreprises ou vos projets. Le mardi, machin. Et puis finalement, ça a bien marché. Et donc, de ce découpage-là, j'ai fait des canaux de discussion. Donc, il y a un canal Legal Pitch pour pitcher soit son profil, soit son projet, soit son entreprise ou cabinet d'avocat. Un deuxième canal qui est Legal Pod. Celui-là aussi, il est marrant. En fait, c'est pour poster ses publications LinkedIn pour leur donner de la visibilité. Je publierai le mien demain. Il est drôle en plus. Oui, non, mais il faut. Moi, je t'encourage à le faire, mais tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui jouent le jeu et qui publient tous les jours. On est le 21 mars, vous en souviendrez peut-être sur ceux qui arrivent. Je te le rappellerai, au pire. Tu as quoi ? Tu as Legal Tips, où là, ça s'échange des bonnes recos, des bonnes... C'est celui que j'ai plus regardé. Ouais, super sympa. Ouais, il est sympa. Il y a des débats, etc. C'est... Et puis, il y a de vrais conseils, bonnes pratiques. Et tu as Legal Event. Là, c'est vraiment partager les événements auxquels vous vous rendez sur les sujets, sur l'écosystème juridique, sur tout le secteur d'ailleurs juridique. Et puis, on se fait du coup des rendez-vous dans ces événements. Moi, je peux pas malheureusement me rendre à tous les événements juridiques, mais quand j'ai pu y aller, c'était sympa de se retrouver dans un coin, les juristes de demain. Ouais, trop bien. Et alors moi, je voulais justement parler de ça. Alors, tu vois, tu l'as lancé comme ça, mais c'est quand même le fruit d'un travail énorme en amont que vous avez fait, qui est d'avoir créé un média, vous avez une sacrée audience, etc. Je trouve que c'est quand même pas déconnant pour un avocat aujourd'hui qui a justement cette audience ou qui a commencé à développer un bon réseau, de créer un espèce de groupe WhatsApp en disant je vais mettre tous mes clients dedans et puis à la limite on va voir ce qui se passe. Je trouvais que c'est une bonne idée. Et alors c'est marrant parce qu'on avait juste au-dessus avant sur des locaux et c'est là où vous avez rempli la case que eux malheureusement ne remplissaient pas à mon sens. Il s'appelait Melting Spot pardon. Et c'était super, c'était un outil qui permettait justement de créer des communautés, un peu à la WhatsApp, mais beaucoup plus poussé. Et donc tu gérais ta communauté, etc. Malheureusement, il y avait un truc qui n'était pas dans Melting Spot, c'est qu'en fait, WhatsApp, c'est dans tous les téléphones. Et pour moi, c'est un peu la case à cocher déjà, c'est utiliser un outil que tout le monde a. WhatsApp, tout le monde l'a, donc tu peux facilement ajouter quelqu'un et avoir une audience. Et à partir du moment où vous avez déjà ces deux cases, et que vous êtes un peu effectivement fédérateur, ça doit être la troisième case pour que ça cartonne comme ça vous l'avez fait, je pense que c'est un bon moyen de un peu pérenniser déjà son activité, parce que du coup là ce qui se passe ici, c'est des gens dans
peut-être ils sont dans le truc, mais dans un an, ils deviennent clients du juriste de demain parce qu'ils ont vu tellement passer de choses. Tu vois, tu as partagé, vous avez fait une formation sur du legal design. C'est une notion qui est un peu à la mode, et en réalité, il y a plein de gens que ça va intéresser au fur et à mesure. Il y a bien un moment où vous allez lancer une formation qui va tilter pour cette personne-là et elle va rejoindre, quoi. Donc je trouve que... je sais pas ce que tu en penses. Alors, on n'est pas aussi brillant, c'est-à-dire que tout ça, c'est pas une stratégie qu'on a mise en place. Voilà, c'était pas une stratégie marketing parce qu'on n'est pas aussi compétent en termes de marketing. Je t'avoue que je pense que le secret, et pour moi, c'est le secret du marketing. C'est de l'authenticité, quoi. C'est de l'authenticité, c'est de l'écoute. En fait, dès lors que tu te rends disponible et que tu écoutes et que tu te rends compte et que tu sais prendre du recul, c'est-à-dire que nous, ce qu'on a, à un moment donné, quand on s'est rendu compte que nos agendas étaient remplis de calls, et encore une fois, pas business, c'était pas pour nous acheter des formations. On s'est regardé, on s'est dit attends, mais en fait ils ont besoin de parler, quoi. Et on a pris la mesure du besoin, si tu veux. Et de manière très naturelle, moi j'aime bien communiquer, j'aime bien parler avec les gens. De manière très naturelle, j'ai dit à Tony, écoute, il faut qu'on fasse ce groupe. Et il a dit ouais, mais t'es sûr? Alors lui, il est beaucoup plus prudent que moi et c'est top. Non, alors ça dépend. Sur des produits, ouais, alors t'as raison, sur des produits il va me dire mais on s'en fout, on teste, etc. Et puis sur certaines choses il va me faire reculer un petit peu pour vraiment prendre la mesure de ce que je suis en train de faire, mais surtout par bienveillance. Peut-être ça va te prendre beaucoup de temps, fais attention, etc. Et puis moi je lui ai dit écoute, là vraiment fais-moi confiance, je le sens bien, cette histoire de communauté. Et il m'a dit de toute façon go, hein, t'es pas enchaîné. Ça peut faire peur parce que si tu bides là-dessus, tu sais, t'as 50 personnes sur un truc, personne parle. C'était la crainte, c'était un peu la crainte. Et puis je lui ai dit bon écoute, au pire ce sera pas notre premier bid et puis on y va, c'est pas grave. Et puis ça descend dans les comptes et puis voilà. Ouais, exactement. Et puis il m'a dit écoute go, de toute façon on reste sur notre logique de test même pour ça. Et on a testé comme ça. Donc si tu veux, il y avait vraiment pas de stratégie derrière, mais c'est vrai que en toute transparence, c'est vrai que derrière ça c'est du marketing, ça reste du marketing. Mais c'est marrant ce que tu as dit juste avant. Pour moi, c'est la base du marketing. Et tu le vois toujours dans les phrases motivation marketing. Je sais pas si tu suis ce genre de truc, mais moi je regarde pas mal. Mais souvent, c'est comprendre son client. C'est ce que tu viens de dire. Tu avais des gens qui avaient compris qu'ils avaient besoin. En fait, c'est ça le marketing. C'est pas j'ai un truc, je le vends fort et au bout d'un moment, les gens vont le vendre. Il y a ce type de marketing-là. Ouais, mais ça marche plus trop, surtout pour des prestations intellectuelles. Et surtout pour par exemple des avocats qui veulent faire la même chose. Vous vendez de la confiance. Vous vendez de la confiance. On vous a vu 10 000 fois avant de partir sur une formation avec vous, j'imagine. Et donc, il y a forcément cet aspect-là où on doit comprendre, on crée le format qui est adapté. Bien entendu, il y a des secret sauce et tu peux rajouter un petit peu de technicité là-dedans, mais un besoin et derrière une solution adaptée. Et c'est simplement prendre la main et suivre et pouvoir répondre à cette problématique. De toute façon, il n'y avait rien de magique. C'est-à-dire que, tu vois, avant ça, j'ai évolué quand même 5 ans dans l'écosystème de la formation juridique. Je te dis, pendant 5 ans, j'ai échangé avec des... Donc tout ça, ça a eu le temps de bien travailler et de bien mûrir. Donc je pense sincèrement que voilà, tu te retrouves à un certain endroit, tu es passionné. Ça aussi, ça compte beaucoup. T'es passionné, t'as vraiment envie que les choses changent. Alors je dis pas qu'on va réussir à véritablement et concrètement bouger les lignes, mais déjà j'ai l'impression qu'il y a des choses qui s'opèrent et ça je suis contente. Parce qu'il y a cet esprit aussi de... on se renferme pas sur un... tu vois, on se renferme pas sur une parcelle de l'écosystème, on parle pas à une micro-niche. On aurait pu se dire, on va parler que aux juristes tech. Tu vois, il n'y a que eux qui nous comprennent de toute façon, donc on va parler que aux juristes tech. Pas du tout, non, t'imagines, sinon on aurait parlé au mur. Le marché aurait été petit. Mais du coup, c'est quoi pour toi justement les lignes à bouger? C'est quoi les enjeux un peu pour un juriste aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ressens à chaque fois? J'imagine que tu envoies un paquet et il y a un moment, il y a souvent le même point bloquant ou alors le petit point faible qui est trop souvent présent. Mais je vais te sortir des phrases bateau, mais qui résonnent tellement en moi et qui sont tellement vraies. Le juriste peut plus se contenter d'être un technicien du droit. C'est vrai, quand tu es juriste d'entreprise, tu es technicien du droit, c'est ce qu'on attend de toi en premier abord. Ça, c'est clair et net. Mais quand tu es avocat, tu es entrepreneur. Tu es un entrepreneur spécifique, ça c'est sûr, avec ta déontologie et tes obligations.
mais tu es un entrepreneur. Donc, tu dois quand même répondre au code de l'entrepreneuriat à quelques endroits, d'accord ? Quand tu es juriste, tu es intrapreneur. Je reprends la formule d'Arthur, il sait que j'adore cette formule, Arthur Sauzet. La direction juridique, c'est une entreprise dans l'entreprise. Donc, quand tu es dans ta direction juridique, tu es intrapreneur. Et donc, il faut avoir aussi des codes de ce que c'est que l'entrepreneuriat, de ce que c'est l'entreprise, de comment elle fonctionne, et surtout de sa finalité, de ce qu'elle rend comme service final, à qui elle s'adresse. Et pour moi, il y a un mot d'ordre, c'est le client centrism, tu vois. C'est vraiment remettre le client au centre de toutes tes préoccupations. Et en tant que juriste, et alors encore plus en tant qu'avocat, c'est plus que remettre le client au centre de tes préoccupations, c'est remettre même le justiciable et c'est remettre le droit partout où il est en réalité. Et renforcer cet accès au droit. Aujourd'hui, c'est des propos que Tony tient beaucoup sur son LinkedIn. Comment est-ce qu'on explique qu'on ne consomme pas de l'avocat, pardon de parler comme ça, mais comment on explique, enfin moi-même, en tant qu'entrepreneur, alors ok, j'ai des notions juridiques, d'accord, mais je vois très rarement mon avocat, très rarement. J'en ai fait un post, encore un post qui a été très clivant, sur le fait que j'avais plus de facilité à contacter mon expert comptable, en tant qu'entrepreneuse, encore une fois, hein, que mon avocate. Et il y a un vrai sujet. Je demandais à mon mari, la dernière fois je faisais un test, ça fait combien de temps que tu n'as pas appelé un avocat ? Alors, il n'est pas entrepreneur, mais ça fait combien de temps que tu n'as pas appelé un avocat ? Il me dit, je sais pas, en même temps, heureusement, il ne m'est rien arrivé. Tu vois la notion ? Un avocat, ça peut être un accompagnateur. Les avocats ont tendance à dire, on en a marre d'intervenir quand c'est la merde. On en a marre d'être des pompiers. Ah oui, oui, mais voilà, c'est la conception, il faut aussi l'entendre. C'est la conception que la plupart des justiciables vont avoir. Ouais. Et ça, pour moi, faut tout revoir. Faut tout revoir parce qu'en plus, on vit dans un monde où, et on vit une période où la réglementation, ça foisonne, quoi. Ça ne s'arrête pas. Donc, on utilise de l'IA aujourd'hui tous les jours. Moi, la première, on va avoir une réglementation, l'IA Act, qu'on voit on commence à en comprendre un petit peu les mesures. Si t'es pas sensibilisé, si t'es pas acculturé, et pour être acculturé, il faut bien des acculturateurs, si je puis dire. Et donc, il faut... pour moi, le droit appelle le droit, si tu veux. Et même le droit, l'épidroit, ce que j'appelle l'épidroit, c'est toutes ces compétences que nous, on met en valeur, toutes ces compétences extra-juridiques qui vont venir renforcer la pratique juridique et la manière dont on délivre le droit. D'accord ? Je vais appeler ça l'épidroit parce que ça m'amuse. L'épidroit est aussi important, à mon sens, aujourd'hui, que le droit. Et plus tu vas nourrir l'épidroit, plus l'épidroit va nourrir le droit. Okay. C'est comme ça que je vois les choses. Et pour donner un peu des clés aux personnes qui écoutent, alors là, ça va plutôt être des avocats que des juristes, je pense, mais à la limite, il y aura peut-être des juristes, parce que du coup, tu es là et il y a forte chance qu'ils viennent faire un tour. Qu'est-ce que tu leur conseilles d'aller... est-ce que c'est simplement d'être curieux et de tout le temps, bon, forcément, mais est-ce que tu as quand même des éléments où tu te dis... Enfin, j'imagine que tu as des belles histoires de juristes qui... j'ai vu qu'il y a pas mal de juristes qui cherchaient du taf ou ce genre de trucs, et tu as dû en voir plein au fur et à mesure de ta carrière. C'est vers où tu les pousses quand même à les regarder. Est-ce que tu as quand même des choses, des éléments qui sont importants je sais pas, tout con, hein, ayez les bases de legal design, c'est vraiment aujourd'hui hyper important. Gérer un peu d'IA, qu'est-ce que tu leur... C'est une sacrée responsabilité que tu me donnes là. Parce qu'en fait, le problème, c'est que moi... Ils vont tous se jeter sur la formation adaptée. Non. Alors, je vais vraiment pas aller dans l'autopromotion, mais c'est une responsabilité parce qu'en fait, moi, j'encourage à beaucoup de choses. Et le problème, c'est qu'on se rend quand même compte... Alors, c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui en 2024, mais ça l'était fin 2022 et début 2023, c'est qu'on encourageait des profils à suivre des formations LegalOps, à suivre des formations Legal Design, alors qu'en réalité derrière, super, j'ai ma certif, j'ai ma formation, j'ai ma compétence, j'ai ma ligne de CV en plus, et ça n'a rien changé. Parce qu'en réalité, c'est un temps de transition. Voilà, moi c'est ce que je pense, c'est un temps de transition où il va falloir et ça va passer d'abord par les juristes collaborateurs qui vont être évangélisés, qui vont expliquer à leur direction juridique, en fait là on a besoin de tel profil, et avant même, pardon, mais je vais me faire détester, avant même les RH et les DRH qui ne connaissent pas encore vraiment la transformation du secteur juridique, parce que
On n'est pas les premiers. En fait, un juriste pour un DRH, grosso modo, c'est un expert du droit, c'est un technicien du droit. Donc, plus vous allez être diplômé, plus vous allez multiplier vos Master 2 dans votre expertise juridique, plus vous allez être embauché. Et ça, c'est un truc qu'il faut déconstruire. Pas que ce soit pas bien d'être un expert et d'être hyper spécialisé de sa matière. C'est très bien, mais c'est pas suffisant. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a un souci dans le recrutement de compétitivité. On a maintenant énormément... Heureusement que c'était pas le cas quand j'étais étudiante. Un Master 2 suffisait à être embauché. Aujourd'hui, tu as l'impression que c'est l'escalade. C'est plus tu vas avoir de Master 2 et plus tu vas avoir d'universités prestigieuses, plus tu vas être embauché. On est en train un petit peu de sortir, mais... Je trouve que c'est encore un peu théorique et qu'en pratique, on n'y est pas encore. On est un peu en train de sortir de ça et on va chercher d'autres compétences. Type, voilà, on parle souvent des soft skills parce que c'est un terme à la mode, mais type gestion de projet, type communication, c'est des profils qu'on va commencer à rechercher. Donc, je peux que conseiller d'aller... parce qu'il y a la soi-disant recette magique de je finis mes études de droit, j'ai même mon diplôme d'avocat parce que je ne veux pas être avocat, mais on sait tous que le diplôme d'avocat, le CAPA, ouvre les portes des directions. On a eu une petite interruption, c'est ma faute. Alors j'essaye de reprendre le fil. Non, je parlais de cette fameuse recette magique où tu as fait tu as eu ton cursus juridique avec un master 2 prestigieux et tu vas additionner à ça pour aller chercher ces fameuses compétences extra-juridiques en école de commerce. C'est une recette, elle fonctionne, mais c'est pas ok pour tout le monde. C'est pas ok, c'est pas ouvert à tout le monde. Donc évidemment que je vais donner le conseil de la curiosité, ouvrir son scope, ne pas rester enfermé et cloisonné par le juridique pur. Ouvrir son scope. Aujourd'hui, c'est plus facile qu'avant. T'as les réseaux. LinkedIn, pour moi, c'est une mine d'or. Alors, tout n'est pas à prendre sur LinkedIn, mais c'est quand même une mine d'or. On pioche, c'est clair. YouTube. Ouais. Incroyable. Ouais, exactement. Donc, oui, ouvrir son scope, se former, mais sans faire ma promotion, c'est juste que j'ai cette conviction, sinon j'aurais pas fait ça. Donc se former tout le temps, ne pas hésiter. Il y a des associations qui sont là pour aller à des conférences. Les universités jouent le jeu quand même, un minimum, des conférences. Il faut y aller. Moi, j'en fais parfois des conférences. Il y a peu de monde, il y a peu d'étudiants. Il faut y aller. Et puis, là, je lance un appel aux professionnels. Quand on a des événements, je les tairai, mais quand on a des événements annuels, des rendez-vous annuels juridiques, des types conférences, salons, séminaires, etc., mais faites venir les étudiants. Il n'y en a jamais. Je les ai tous faits. Il n'y en a jamais. Alors que pourtant, on parle de juristes de demain, on utilise ces notions-là, qui sont maintenant un peu marketing. On utilise ces notions, mais c'est qui les juristes de demain si ce n'est pas les étudiants ? Donc, ouvrir son scope. Alors, je peux pas te résumer ça mieux, c'est vraiment ouvrir son scope. Je suis d'accord de toute manière. Moi, il n'y a pas un jour où je n'ouvre pas YouTube, où j'apprends pas des trucs sur des bouquins. Enfin, Après, c'est aussi quand tu es étudiant, moi je me rappelle, c'était il n'y a pas si longtemps, hein, je pensais pas forcément qu'à ça, je pensais aux meufs, je pensais à machin. Donc forcément, t'es pas déjà dans le développement de soi et tu penses pas forcément à ta carrière. Ouais. Mais de toute manière, sortie d'école, ça s'arrête jamais en fait. C'est jamais la fin de l'école. Ah bah, c'est clair. Donc mon grand-père qui a 80 ans, il faisait des dictées en compète et je le voyais ouvrir un Becherel. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Il fait, j'ai jamais fini d'apprendre. Et là, j'ai pas envie de rater ma dictée. Il est général, c'est une machine de guerre. Et c'est incroyable. Est-ce que, toi, tu vois beaucoup de gens qui passent d'avocat à juriste. Est-ce que tu en as beaucoup qui sont... En fait, j'ai toujours... je sais jamais trop comment... Je n'ai pas rencontré beaucoup, moi. Est-ce que c'est un espèce de faux rêve et au final, les gens sont assez étonnés de ce qui se passe quand ils changent et ils deviennent juristes? Ou alors c'est quand même un espèce d'Eldorado au bout de 7 ans de collab, on passe juriste et ça y est, c'est la belle vie. Non, c'est vraiment deux mondes. C'est vraiment deux mondes. Tu as la profession libérale et tu as l'entreprise. Faut avoir un attrait pour l'entreprise, sinon c'est pas l'Eldorado. Ça peut être un enfer aussi, hein, tu vois. Moi je trouve ça sympa. Maintenant, si j'avais trouvé ça si sympa, j'y serais restée aussi en entreprise. Il faut s'écouter, il faut connaître ses appétences, il faut savoir aussi
En fait, on a la chance aujourd'hui de pouvoir s'écouter. Et alors d'autant plus quand on a le diplôme d'avocat en poche et qu'on a exercé et qu'on se dit maintenant je veux peut-être tester l'entreprise, je vais voir. Et c'est pas juste tester l'entreprise comme on goûte à quelque chose, c'est vraiment il faut ressentir cette appétence entreprise. Ça veut dire travailler avec d'autres départements, ça veut dire communiquer. Ça veut dire aussi comprendre que quand on travaille en entreprise avec plusieurs départements, il y a un rythme, on n'est pas seul. C'est travail collaboratif. Alors, je ne dis pas que le travail collaboratif pour un cabinet d'avocats, pour moi, il est essentiel. Non, mais voilà, c'est vraiment une autre dimension. Je suis d'accord avec toi. Ok, non, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est parfois très, très en vue au bout de certaines années. Et des fois, je me dis, est-ce qu'il y en a qui tombent de haut par rapport à ce qu'ils s'attendaient ? Tu sais ce que c'est d'être entrepreneur quand tu as un cabinet d'avocats. Alors là, je parle des associés. Tu peux fatiguer, tu peux vite fatiguer. Ah bah, si tu as c'est normal. Pris ton rôle au sérieux, tu vois. Ouais. Je parle même pas du rythme, du calendaire, des audiences, etc. Je te parle de toute la pression en termes de recrutement, en termes de comptabilité, enfin tout quoi. La gestion d'un bureau, enfin... C'est des trucs du quotidien, mais qui sont tellement énergivores et que par moments, je comprends totalement que tu craques et que tu te dises allez, je vais me mettre au chaud dans l'entreprise. Mais c'est pas parce que tu auras décidé de te mettre au chaud dans l'entreprise que ça veut dire que ça te scie pour autant. Tu vois. Ouais, bien sûr. Donc vraiment, pour moi, la dimension entreprise, il faut jamais la perdre de vue. Ok. Et alors, tu as parlé d'un truc hier sur LinkedIn, de juriste freelance. Qu'est-ce que tu entends par là ? Alors... C'est une question qu'on m'a déjà posée moi aussi, en disant est-ce que je peux me mettre freelance en tant que juriste ? Aucune idée, je ne savais rien, je n'ai pas creusé le truc. Alors, il n'y avait vraiment rien d'ambigu dans ce que j'ai posté Bien sur sûr. LinkedIn. Je ne pensais pas du tout. Alors, il y en a qui pensent que c'est le côté média qui fait qu'on est dans la provoque. Alors, je ne suis pas spéciale. Parfois, oui, je vais être dans la provoque, notamment quand je tacle un peu les universités, etc. Je le fais de moins en moins, mais voilà. Mais là, typiquement, j'étais pas du tout dans un clivage parce que je parlais de juriste freelance. Alors, en fait, le débat, c'est pas est-ce qu'on peut être juriste et en freelance. Bien sûr qu'on peut être juriste et en freelance. Il y a zéro débat là-dessus. Attention, évidemment, à la limite du conseil juridique, de la consultation juridique, qui est exclusivement réservée aux prérogatives de l'avocat. On le rappelle, mais moi, je pense sincèrement que c'est quelque chose, peut-être que je suis naïve, mais que c'est quelque chose qui est clair pour tout le monde quand même. Alors, on me dit... suite d'ailleurs au post que j'ai fait hier, j'ai pas fait mes recherches, d'ailleurs je voulais aller regarder sur Malte aujourd'hui, que sur des plateformes comme Malte, il y a des juristes. Voilà, il y a des gens qui se présentent comme des juristes freelance et qui proposent du conseil juridique. Bon, là, évidemment que c'est illégal, je reviens même pas dessus. Moi, ce dont je parlais, ce que je te disais tout à l'heure, c'est l'aspect des juristes qui ont une formation de juriste. Ce que j'appelle des juristes, c'est pas profession réglementée, c'est des juristes, donc des profils, des personnes qui ont suivi un cursus juridique, qui ont une expérience, donc, qui l'ont agrémenté d'une expérience professionnelle juridique, en cabinet d'avocat ou en direction juridique, en start-up, où tu veux, comme moi, qui, à un moment donné, se sont branchés sur d'autres sujets, mais qui viennent compléter, si tu veux. Ouais, c'est pas grave. C'est bon ? Tant que j'ai la tienne, ça me va. Ok. Qui viennent compléter, si tu veux, et qui viennent renforcer, comme je te disais tout à l'heure, l'activité juridique et la prestation de services juridiques. Et cela, alors on me dit, le vrai débat, en fait, il n'est pas situé sur est-ce qu'il peut y avoir des juristes freelance, parce que ça, c'est clair, c'est oui, mais sans pour autant délivrer de conseils juridiques, d'accord ? Et la question, par contre, que j'ai trouvée intéressante, et sur laquelle je suis aussi tranchée, mais pour le coup, que j'ai trouvée intéressante, c'est, en réalité, vous ne parlez pas de juriste freelance. Vous parlez de freelance pour les juristes et les professionnels du droit. Ben non, parce que je parle vraiment de juriste freelance. C'est freelance, que vous voulez appeler juste freelance ou consultant, etc., et les mettre dans le grand sac du consulting. Ben, pour moi, c'est hyper important qu'ils soient qualifiés quand même comme juristes, parce que leur expérience juridique, leur expérience professionnelle, leur cursus universitaire, leur a quand même conféré une certaine rigueur, un certain raisonnement, et leur font parler le même langage, ce langage juridique qui est quand même un sacré langage, leur font comprendre et maîtriser les enjeux de ces professionnels et leur permettent, et puis aussi leur fait partager une vision qui est, en tout cas c'est mon cas, et je pense sincèrement être avoir beaucoup de gens dans la même situation, un objectif, encore une fois, de l'accès au droit.
Et donc ces gens-là, pour moi, à quoi, enfin, si on les met dans le grand sac des consultants, comment tu vas faire toi ta différence? T'es avocat, tu veux communiquer. Tu vas prendre une agence hyper connue sur la place de Paris, une agence de communication lambda, qui est hyper spécialisée dans le personal branding. Très bien, ça marche bien, je te dis pas que ça marche pas. Mais comment est-ce que t'as pas envie de te faciliter l'identification de tes besoins parce que t'es avocat, parce que t'as envie qu'on te comprenne? Demain, on te présente une agence de communication spécialisée avocat, donc des juristes qui se sont lancés dans la communication et qui te disent voilà, je peux t'aider dans ta visibilité. Bah moi, en tant qu'avocat, personnellement, après ça dépend de la qualité de la production, mais à qualité égale, bah, je préfère aller vers le juriste. Pas pour recloisonner, parce que depuis tout à l'heure je te parle de décloisonner, pas pour recloisonner, mais parce que tout simplement l'identification besoin, elle sera beaucoup plus directe. C'est tout. C'est tout. Pas plus, pas moins. Par rapport à mon poste. Ouais, carrément. Je te remercie, Ambre, c'était très clair. Merci. Est-ce qu'un jour, on verra le visage de Tony Lo? Honnêtement, je crois pas. Je crois pas, et ça lui va bien, ça lui correspond. Ouais, ça va bien, c'est cool. Et c'est le plus important, c'est qu'il reste fidèle à lui-même, et donc moi, de toute façon, j'encouragerais soit à continuer à rester anonyme, avatar, soit à montrer son visage. Et toi, qu'est-ce qu'on te souhaite? Moi, on me souhaite de continuer à voyager, intellectuellement parlant, j'entends, et c'est ce que je fais. Je suis sortie un petit peu, alors je suis pas sortie, je suis toujours dans le juriste de demain, mais je suis sortie un petit peu aussi de l'écosystème juridique pour aller voir ce qui se passait aussi du côté scientifique et technologique. Et c'est passionnant aussi. Donc je veux continuer à apprendre de plein d'écosystèmes. Plein d'autres choses. Et ben, je te le souhaite. Merci à toi. Merci à toi. Comment on te contacte? Par LinkedIn? LinkedIn, mail, c'est très simple, c'est nos prénoms, @lejuristededemain.com. Mais LinkedIn, c'est parfait. Tout le monde sait que j'y suis, donc pas de souci. Et ben nickel. Et ben souhaitez-moi bonne chance pour le montage parce qu'on a eu plein de problèmes. Et puis Ambre, à très vite. Merci pour tout. Merci à toi encore.